On est live, on est live, on est live. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue sur ce Zoom sur Cadi. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse d'être là, accompagnée d'une grande sœur, de notre queen. Je ne sais même pas s'il faut encore la présenter en fait, hein, parce que on la connaît, on la voit partout. Alors, et vraiment, Nabou, d'être là, accompagnée. Bonjour Daisy. Nabou, on t'appelle la queen du personal branding et leadership coach, mais il n'y a pas que ça justement dans ton résumé. Et on est ensemble aujourd'hui pour parler d'une thématique qui est très importante pour nos organisations. Et cette thématique, c'est sur la multiculturalité. Est-ce que c'est un atout justement pour nos entreprises? Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Nabou, je vais faire un résumé de qui tu es, de ce que tu as fait. Donc, tu es la fondatrice de Naboufal Academy, qui est une académie de coaching et de formation en communication transformationnelle, leadership, soft skills, et qui est également aussi une e-learning plateforme. Et tu as développé et dispensé des formations avec plusieurs grosses structures, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Mali, en Guinée, avec des ONG, l'ONG FAD notamment au Niger, EcoBank Côte d'Ivoire, Deloitte Sénégal, entre autres. Et tu es aussi également la PDG de Viséo, qui est une agence de communication stratégique qui opère en Afrique subsaharienne depuis 2017. Au-delà de ça, 2007. Tu es 2007. Merci, 2007. Au-delà de ça, Nabou, tu es aussi conférencière, facilitateur, modérateur, ainsi que coach en développement personnel. Tu es mentor aussi dans diverses organisations qui justement prônent l'autonomisation des femmes et des jeunes. Tu collabores activement avec plusieurs médias, plusieurs magazines, justement pour parler de l'autonomisation, de l'importance de l'autonomisation. Et aussi, tu es certifié Personal Branding Strategist, tu es certifié Digital Branding Stratège, tu es coach ICF, tu es certifié en intelligence émotionnelle, en disque pratricien, tu es animateur du management 3.0. Yes. Et on vient de voir en plus que tu l'as complété là il n'y a pas très longtemps. Félicitations. Tu as formé gratuitement des milliers de jeunes et de femmes à travers le continent au cours des décennies dans les domaines de leadership, de communication et de l'image de marque personnelle. Et ta mission, Nabou, c'est vraiment d'utiliser le pouvoir de la marque personnelle comme outil de changement positif de la perception que nous avons du continent africain à travers le récit des talents africains et des compétences. Ta devise, c'est les femmes sont habilitées justement à donner du pouvoir au monde. Nabou, bonjour. Bonjour, Daisy. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, aujourd'hui, comme je l'ai annoncé, on est sur le Zoom sur Cadi. Je le rappelle, le Cadi, c'est la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. C'est la première édition qui va avoir lieu en Côte d'Ivoire. Et donc, Nabou, aujourd'hui, on est réunis pour pouvoir parler de la multiculturalité. Alors, on a vu que tu as travaillé à travers le continent. Tu as travaillé dans différents pays. Est-ce que tu peux nous définir ce que c'est que la multiculturalité, Nabou? Alors, la multiculturalité, c'est travailler dans un environnement où il y a différentes cultures, qui sont là et qui travaillent ensemble en bonne intelligence afin d'ajouter et de créer de la valeur. Donc, voilà. Alors, afin d'ajouter et de créer de la valeur, c'est vrai que quand on est dans des organismes multiculturels, quand on parle du multiculturalisme, on parle souvent justement des aspects positifs du multiculturalisme, mais il y a forcément, Nabou, je pense, quelques difficultés qui sont reliées à ce multiculturalisme. Est-ce que ça apporte toujours de la valeur? Alors, il faut une stratégie et il faut une politique qui permet de faciliter le travail dans un environnement multiculturel. Au départ, bien sûr, chacun vient avec son vécu, avec son histoire, avec sa culture,
personnelle, culture familiale, culture de son pays. Donc, quand on parle de culture, ça peut être même une culture dans un même pays, des personnes d'ethnies différentes, d'éducation différente aussi, c'est de la multiculturalité aussi dans une certaine mesure. Mais quand on vient de pays complètement différents, c'est pas facile de trouver un point d'entente ou de trouver une harmonie ou un équilibre si on n'a pas les mêmes codes culturels. Parce qu'en fait, ce sont des codes qu'il faut comprendre, qu'il faut déchiffrer et des codes qu'il faut harmoniser de façon à créer un consensus pour aller vers les objectifs de l'entreprise. Parce qu'on ne perd jamais de vue une chose, c'est que quand on travaille pour une entreprise, les objectifs que nous devons tous atteindre collectivement, ce sont les objectifs de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'un département RH travaille pour harmoniser, créer une entité, une culture d'entreprise commune qui va rassembler la multiculturalité et permettre d'atteindre les objectifs de l'entreprise de façon, on dirait, smooth, de façon lisse et facile. Alors, si justement on prend le domaine des RH et que tu le dis, hein, comment est-ce qu'ils vont arriver justement à faire en sorte de faire vivre cette multiculturalité, afin que toute personne dans l'entreprise puisse atteindre l'objectif de la dite entreprise? Comment justement est-ce que ces RH-là doivent s'y prendre? Ça, c'est ma première question, Nabou. Ma deuxième question, ce serait, est-ce qu'une entreprise qui est multiculturelle aujourd'hui a plus d'avantages qu'une entreprise qui a plus de personnes locales justement dans le sein de celle-ci? Alors, déjà, c'est la mission des ressources humaines de créer une approche et de créer un environnement, d'utiliser des leviers qui vont permettre de faire de cette multiculturalité un avantage pour l'entreprise. La première chose à faire déjà, c'est créer des espaces de sensibilisation culturelle. Comprendre, s'asseoir, organiser des sessions de façon à ce que chacun comprenne la culture de l'autre et qu'il puisse y avoir de respect et de l'inclusion, parce que c'est l'inclusion aussi. Ça veut dire aussi qu'il y a un respect de la diversité dans le recrutement. C'est important quand on a des candidats de diverses origines culturelles, ça nous enrichit et ça permet de développer l'innovation parce que chacun vient avec sa perspective individuelle. Il y a aussi la formation interculturelle. Alors nous, comme je le disais, j'ai eu à participer à un gros projet avec une de mes partenaires, à qui je fais un clin d'œil, qui est au Maroc. Et nous avons, pendant 2 ans, j'ai participé à un coaching interculturel pour un grand groupe qui s'appelle Majorel, qui a des entités au Maroc, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Togo. Et donc, le travail de coaching de groupe et d'équipe que nous avons fait, c'est on a travaillé sur les différences, ensuite on travaille sur ce qui est pareil, et on se rend compte qu'il y a plus de choses qui unissent les personnes, qui les séparent quand on travaille sur les valeurs des individus et sur leur humanité finalement. Donc il y a quand même un travail d'interculturalité, de formation, de coaching en interculturalité qui permet de rassembler les équipes autour des valeurs communes et trouver plus ce qui nous réunit que ce qui nous sépare. Et finalement, en tant qu'humains, il y a beaucoup de choses qui nous réunissent plus que de choses qui nous séparent. Alors, donc, si on a justement des entreprises qui ne veulent pas s'ouvrir à d'autres cultures parce que justement, ils craignent de ne pas pouvoir gérer cette multiculturalité-là, qu'est-ce que tu peux leur dire, Nabou? Parce que je pense que c'est tout à fait normal d'avoir peur et de se dire ça va être trop de problèmes pour nous. Nous, on préfère rester local, avoir des gens locaux, parce qu'on sait que lorsqu'on va donner des instructions, lorsqu'on va discuter avec eux, ben, la communication, elle sera beaucoup plus simple qu'avoir des personnes qui viennent d'ailleurs. Et voilà, qu'est-ce que tu peux leur dire? Je ne sais pas, c'est peut-être utopique, mais… Non, pas du tout. Aujourd'hui, est-ce qu'une entreprise… qu'est-ce que les entreprises veulent? Quels sont les objectifs des entreprises? Quel est l'avantage compétitif que les entreprises peuvent avoir? Le premier, c'est l'innovation. Avec la multiculturalité, on a un facteur innovation qui est beaucoup plus grand parce que chacun vient avec une perspective va permettre de créer quelque chose de différent.
Ça va permettre l'adaptabilité. Les équipes multiculturelles peuvent s'adapter au marché, aux marchés internationaux. Aujourd'hui, moi, je peux aller vivre dans n'importe quel pays, je me sens chez moi. Je veux dire, le fait d'avoir travaillé dans différents pays, donc j'ai eu, d'abord très jeune, j'ai eu la chance de faire un voyage qui m'a amené dans des pays complètement différents. Donc très très jeune, je suis allée vivre en Asie, j'avais 22 ans, donc j'ai fait le tour de l'Asie, j'ai vécu 6 mois à Tokyo, j'ai vécu en Chine, j'ai vécu en Malaisie, à Singapour, etc. Donc déjà rien que ça a changé ma vie. Parce que je me suis rendu compte que de l'autre côté du monde, il y a des gens qui sont des humains comme moi, mais qui mangent différemment, qui pensent différemment et qui ont le droit d'être comme ça et de penser comme ça. Et que leur façon de vivre m'a ouvert un autre horizon et une autre façon de voir et de penser. Donc, on a une ouverture sur le monde, on a de nouvelles pratiques qu'on peut tester, qui nous permettent d'être plus agiles, et je pense qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'agilité. On a un avantage concurrentiel, parce que quand on a des gens de différents horizons culturels, on a forcément un avantage humain qui crée un avantage concurrentiel sur les autres. Et enfin, on a une meilleure image d'employeur, un meilleur branding employeur, parce que on devient une entreprise inclusive et respectueuse. Aujourd'hui, quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est un pays de multiculturalité c'est ce qui fait sa réputation, son image de marque. Sa force aujourd'hui, c'est ça. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'accueil. Et comme on dit, c'est la terre d'hospitalité où tu as des gens de différentes cultures qui viennent, qui sont venus et qui apportent chacun. Et c'est ça qui fait ce foisonnement. Quand on parle de American Dream, quand on parle du melting pot américain, c'est la multiculturalité qui a créé l'Amérique, qui a développé les États-Unis. Et la multiculturalité, quand elle est bien gérée, ça permet de développer la tolérance et le respect de l'autre. Parce qu'on respecte les autres cultures. On voit qu'il y a des différences. Et on se dit, waouh, ma façon de faire n'est pas la seule façon de faire. Absolument. Voilà. Et aussi, ça crée aussi un engagement RSE. Je m'engage à ouvrir mon entreprise à des personnes. Je suis plus inclusif. Et ça forme les gens, parce que les gens ont peur de la différence. On a des biais cognitifs parce qu'on a peur de la différence. Mais quand on est confronté à la différence quotidiennement, on se rend compte que les gens dont on avait peur, des gens qu'on critiquait, des gens qu'on jugeait, sont des humains au même titre que nous, et que finalement, nous n'avons pas nous apprenons d'eux et nous nous enrichissons. Et ça crée une entreprise qui a une énergie créatrice, une richesse au sein de l'entreprise. Mais bien sûr, il faut que ce soit géré. Je veux rebondir justement sur le fait que tu dises qu'il y a des gens qui ont peur de la différence. Sur le terrain, Nabou, qu'est-ce que tu rencontres en général comme type de peur entre des individus, des collègues, des managers et puis des employés, etc. De quoi exactement est-ce qu'ils ont peur et comment est-ce qu'avec ton accompagnement, tu arrives justement à leur faire comprendre que ces peurs sont plutôt des atouts, elles ne sont pas forcément fondées, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qu'il ne faudrait pas avoir peur. Qu'est-ce que tu vois spécifiquement sur le terrain en termes de peur ? En fait, ce n'est pas de la peur, c'est de la mécompréhension et de la mauvaise communication, le manque de communication, et c'est le choc de codes culturels différents. C'est comment est-ce que je comprends les codes de quelqu'un. Par exemple, il y a dans nos cultures, j'ai vu la différence, je vais prendre un exemple tout simple. Entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, il y a des différents codes culturels. En Côte d'Ivoire, il y a cette culture de la dérision, on rit de soi, on aime bien blaguer, alors que si tu vas dans un environnement professionnel au Sénégal, les gens vont le prendre différemment parce qu'ils n'ont pas cette culture. C'est pas mauvais, on ne juge pas, on ne porte pas de jugement sur la culture de l'autre, on comprend que sa perception n'est pas la même que la nôtre parce que il ne vient pas du même environnement, les codes culturels sont différents. Nous les Africains, on aime qu'on nous dise bonjour le matin, il y a des gens qui passent, pour eux c'est pas grave. Mais nous on peut mal le prendre. Voilà, où il suffit, ah mais il m'a pas dit bonjour, est-ce qu'il est fâché? On va penser que la personne est fâchée contre nous. Je me rappelle quand je discutais avec l'équipe marocaine de Majorel, ils nous disaient que pour eux au Maroc, c'est pas concevable que quelqu'un puisse travailler en entreprise et ait un business de côté. On leur a expliqué qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, ce sont des choses courantes. Et ce n'est pas grave, c'est une façon pour les gens, tant que ce n'est pas en concurrence avec l'entreprise, ce n'est pas grave. Donc il y avait beaucoup de codes culturels, de choses qui devaient être décodées, pour permettre au CODIR, au management et au RH de comprendre les codes de tel pays. Par exemple, au Togo, les gens ne mangeaient pas ensemble, alors qu'au Sénégal, les gens mangeaient ensemble.
Mhm. Les Togolais étaient plus individualistes quand il s'agissait de déjeuner, alors que les Sénégalais, c'était allez, on va tous manger ensemble. Donc il y a vraiment des codes différents. On a 54 pays en Afrique. Oui. Les codes sont différents. Donc quand on vient investir dans un pays, on doit comprendre en termes de ressources humaines quels sont les codes. Quels sont les codes de mes collaborateurs dans ces différents pays. Et maintenant, quand il y a des collaborateurs, parce que dans ces grands groupes, les collaborateurs sont interchangeables. Ils partent en expatriation d'un pays à l'autre. Oui, oui, oui. Donc, ça leur permet d'apprendre, quand ils sont ouverts. Donc, ce qu'il faut, c'est une ouverture d'esprit, une tolérance, une acceptation de l'autre, qui permet de se dire, OK, chez moi, on fait comme ça, mais ici, c'est différent, et je vais essayer de voir, comme on dit, quand je vais chez les Chinois, je vais danser comme les Chinois, parce que je vais voir comment on danse là-bas, essayer de danser, et une fois que je sais comment eux, ils dansent, je garde mon style en dansant comme eux et en ajoutant mon style à leur style, et là, je m'enrichis et j'apporte une nouvelle façon de danser. Et là, je crée une innovation. Alors, ici, de ce que j'entends, hein, Nabou, on parle d'agilité, on parle de comprendre l'autre, on parle de s'adapter à l'autre. On est, je le rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on est là justement dans le cadre de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Est-ce que justement des outils de profilage, est-ce que justement l'intelligence émotionnelle permet de pouvoir aider des personnes, surtout pour les RH? Est-ce que ça les aide justement à répondre à cette problématique que peut être la multiculturalité dans une entreprise? Absolument. Déjà, quand on utilise le disque, déjà dans un premier temps, je vais parler du disque, il y a des cultures où les gens sont beaucoup plus exubérants. Ils seront plus jaunes, comme on dit. Il y a des cultures où les gens seront peut-être plus rouges. Il y a des personnes qui sont plus bleues, c'est-à-dire bleu, c'est plus conformiste. Il y a des cultures où ils seront plus verts, plus conformes, moins conformistes verts, pardon, et plus procédurier, c'est le bleu. Et il y a des cultures où, donc, ça nous permet de comprendre l'autre, de mieux nous comprendre nous-mêmes et de comprendre les modes de communication de l'autre et de s'adapter de façon à être productif. Parce que l'objectif, comme je l'ai dit, c'est toujours d'atteindre les objectifs de l'entreprise. Pareil, le niveau d'intelligence émotionnelle dépend de où on vient. On n'a pas la même empathie en fonction de l'éducation, de l'environnement socioculturel dans lequel on évolue, etc. Donc, comprendre, certaines personnes n'ont pas d'empathie, ne sont pas douées pour les relations interpersonnelles. Tous les éléments qui font cette intelligence émotionnelle ne sont pas forcément d'emblée l'apanage de tous. Donc, comment est-ce que je comprends mieux les équipes de façon à les aider à développer certaines compétences qui sont tout à fait développables et à leur expliquer par rapport aux objectifs de l'entreprise, quelles sont, et à leur position dans l'entreprise, quelles sont des compétences qu'ils peuvent développer, ou alors les remettre au bon endroit. Parce que des fois, des gens ne sont pas forcément au bon endroit. Et donc, comme dirait Einstein, si je demande à un poisson de voler, je n'aurai jamais de résultat. Absolument. Ou un oiseau de nager. Bon, c'est pas évident. Absolument, absolument. Et donc, on comprend un peu la pertinence justement de ces outils-là, de profilage du disque et aussi de l'importance de l'intelligence émotionnelle. Alors, on a plusieurs personnes qui nous suivent, les RH qui sont là. Quelle est la première étape justement pour pouvoir accepter cette multiculturalité-là? Si concrètement, lorsqu'on fait appel à toi, qu'est-ce que tu leur dis au départ? Est-ce que tu fais une analyse justement liée à cette multiculturalité? Est-ce que tu leur dis que tu as des outils que tu utilises autres que ceux dont on vient de parler, qui montrent un peu, on va dire, la carte de map de l'entreprise par rapport à cette thématique-là? Concrètement, comment ça se passe quand des entreprises t'approchent? Alors, il y a un test d'interculturalité qui existe. Donc, on fait un test d'interculturalité qui permet de mesurer les différents types de cultures. Et on voit par rapport à ce test, on va interviewer des personnes au sein de l'entreprise, on va voir par rapport à ce test, est-ce que les entreprises se situent plus au niveau d'une culture européenne, marocaine, ivoirienne, etc. C'est un test international. Et à partir de ce test-là, on va concevoir, il y a des outils qui existent, on va faire des sessions de coaching de groupe avec les différents groupes interculturels, de façon à voir comment est-ce qu'on peut trouver les éléments qui les rassemblent plus que les éléments qui les renient. Et eux-mêmes, c'est du coaching, donc eux-mêmes vont trouver des solutions pour voir comment est-ce qu'ils peuvent co-construire ensemble une entreprise qui est plus
homogène culturellement et qui dans l'hétérogénéité va être plus homogène pour l'atteinte des objectifs de l'entreprise et se rapprocher des valeurs et de la culture d'entreprise. Donc il y a des outils comme le design thinking qu'on utilise, il y a différents outils qu'on a utilisés pour ça, et il y a le truc systémique qu'on utilise aussi, un outil qui nous permet de travailler sur l'interculturalité et bien sûr, qui est important, les tests de groupe en intelligence artificielle et en disque, des tests de groupe qui nous permettent de mieux savoir les challenges qu'il y a au sein des équipes. Des textes d'équipe qui nous permettent de voir, OK, au sein de telle équipe, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on peut améliorer, voilà, quand on fait un débrief de groupe, ça nous permet aussi de pouvoir, si tant est que les individus sont ouverts à construire leur collaboration. Par exemple, il y a une de mes clientes qui m'a contacté il n'y a pas longtemps. Elle me dit, écoute, j'ai 3 employés qui sont excellents, mais ils sont tous les 3 très difficiles. Il y en a une qui croit tout savoir, il y en a un qui supporte pas les remarques, et il y en a une autre qui est... Et c'est des gens qui viennent de cultures familiales différentes. Elle me dit, écoute, fais-moi une proposition afin que je puisse travailler avec eux et que je puisse voir comment est-ce que je peux mieux exploiter leur potentiel, parce qu'ils ont du potentiel, et vraiment régler certaines problématiques qu'on a au sein de l'équipe alors que j'ai besoin d'eux. Voilà. Aujourd'hui, les gens ne virent plus parce qu'ils ne s'entendent pas avec quelqu'un, mais ils construisent, ils aident, ils développent leur personnel, développent les compétences, ils coachent, ils accompagnent, ils font faire des tests de profilage. CADI, des tests, et c'est pour ça que le CADI est important, parce que il y aura pendant le CADI des opportunités, et moi je viens de parler avec une amie qui est dans la RH d'ailleurs, tout de suite pour lui dire, écoute, ce serait bien que tu viennes. Elle me dit, oui, mais tu sais, j'ai dit, c'est un investissement qui vaut la peine, parce que c'est un outil que tu vas pouvoir utiliser professionnellement, et tu vas voir, sur le long terme, ça va être extraordinaire, ça te donne une validation, une crédibilité, un professionnalisme, que peut-être que tu avais certainement, mais c'est des outils supplémentaires. Et aujourd'hui, on sait que dans la réussite d'une personne, dans les statistiques, c'est pas les compétences techniques, mais l'intelligence émotionnelle a une grosse part dans la réussite d'une personne. Absolument. Pendant que tu étais en train de parler, Nabou, j'étais en train de me dire, bon, alors, donc, je pense que pour ceux qui nous regardent, moi, je suis donc sur l'émission Le Cœur des Femmes, qui est une émission panafricaine où on a des cultures complètement différentes. On vient de différents pays. Et ce que tu es en train de dire, c'est totalement pertinent, justement, parce que on doit vivre ensemble, on doit cohabiter ensemble pour faire en sorte qu'une émission puisse fonctionner et puisse parler, en fait, à tout le monde. Et pour ça, il faut prendre en compte justement les différentes cultures, les perceptions des gens, voir comment est-ce que les gens vont réagir par rapport à telle ou telle thématique. Et effectivement, c'est vraiment la base et c'est aussi une richesse parce qu'on apprend absolument avec tout le monde en fait, dans des cultures qui sont totalement différentes. Et alors, pour ceux qui sont là, je vois déjà des commentaires. Il y en a qui disent que c'est un bel investissement qui va servir à vie. Moi, ce que j'aimerais savoir, Nabou, c'est que là, on est en train de parler des entreprises, mais j'imagine que même dans les couples ou bien dans les familles, etc., c'est quelque chose qui est hyper important, de comprendre un peu la culture de l'autre. Ben, écoute, moi, j'ai eu affaire des amis que tu connais, peut-être Gilles et Nadia Akoni, plus leurs 2 enfants, qui m'ont confié, ils m'ont dit, écoute, on voudrait que tu nous fasses le disque de toute la famille. Donc, j'ai fait un disque famille, que j'ai débriefé en groupe et ça les a beaucoup aidés. Je peux me permettre de parler sur leur compris. Ils m'ont dit, écoute, on aimerait que tu nous fasses un profilage disque familial. Et c'était une super expérience. C'était la première fois que je faisais une famille. Et c'était intéressant. Pour moi, ça a été une expérience. Et pour eux aussi. Et quand je discute avec eux, ils me disent, ça nous a beaucoup aidé à mieux nous comprendre. Parce qu'eux, ils travaillent en couple. Déjà, c'est un couple qui travaille ensemble, donc ça les a beaucoup. Voilà, j'ai un exemple concret. Je pense qu'ils sont peut-être là ou ils sont pas là, mais en tout cas, c'est des gens qui sont aussi qui suivent pas mal les réseaux sociaux. Donc, ça a été une très très belle expérience avec leurs 2 enfants. C'était toute la famille et j'ai adoré. Ils ont aimé. J'en discutais avec eux. Ils m'ont dit que ça les a beaucoup aidés à mieux communiquer en famille, à mieux co-construire certaines choses, à mieux travailler en couple. Donc voilà.
Super. Alors, je rappelle qu'on est là justement dans le cadre de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle. Pour tous ceux qui sont intéressés, et on vous invite vraiment à participer à cette première édition, vous pouvez aller sur le site internet www.cadi.africa et vous inscrire et voir un peu le programme. Je pense que c'est un programme qui est hyper riche où on va comprendre un peu mieux comment utiliser l'intelligence émotionnelle et les outils de profilage tels que le disque pour justement pouvoir améliorer les performances des entreprises, améliorer les performances des équipes qui sont multiculturelles, et c'est de cela dont on parle aujourd'hui. Et donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On tire bientôt vers la fin de notre entretien avec Nabou. Nabou, moi, j'ai une autre question pour toi en attendant de voir que le public puisse nous donner des questions. Est-ce que, en termes de multiculturalité, justement, si on prend l'Occident et l'Afrique, est-ce qu'il y a vraiment un gros décalage dans cette culture que l'on a? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu as eu justement à travailler avec des entreprises dans l'Occident qui veulent s'installer ici et qui traversent justement des périodes difficiles parce que la culture est totalement différente? Est-ce qu'elle est si différente que ça? Écoute, moi j'ai travaillé dans plusieurs pays, j'ai vécu dans énormément de pays. Donc j'ai travaillé en France, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu dans plusieurs pays d'Afrique. Et c'est pas seulement en Occident, c'est tout simplement d'un pays africain à l'autre. Quelqu'un qui vient d'Abidjan, qui va à Kinshasa, il est perdu. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas pareil. Même entre Kinshasa et Brazzaville, c'est pas la même chose. J'ai travaillé à Brazzaville. D'abord, j'ai quitté Abidjan, j'ai travaillé en France. Ensuite, j'ai quitté la France pour aller travailler à Abidjan. Ensuite, d'Abidjan, je suis allé à Brazzaville. De Brazzaville, je suis allé à Kinshasa. Mais c'est 10 mondes différents. À chaque fois, c'est difficile pour moi. Mais quand tu arrives dans le pays de quelqu'un, tu ne peux pas imposer ta façon de voir. Tu dois t'adapter et voir qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Tu vas pas changer 50 millions d'habitants, enfin en tout cas en RDC 100 millions d'habitants. Tu vas voir quelle est la culture, sur quel levier est-ce que je peux développer l'efficacité de mes équipes. Comment est-ce que je peux, en tant que directeur de département, chef d'équipe, etc., comment est-ce que je peux développer un leadership qui va me permettre de rassembler les compétences des personnes. Et aujourd'hui, moi, quand je suis arrivé à Brazzaville, j'avais une vision. Et aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de mes collaborateurs aujourd'hui sont des directeurs dans plusieurs multinationales, dans plusieurs pays, en tout cas au Congo et ailleurs. Quand j'étais en RDC, c'est pareil, j'ai eu des collaborateurs. Au début, c'était très difficile. Les 3 premiers mois, je pensais même pas que j'allais tenir parce que moi, je venais avec une mentalité différente. Mais j'ai compris qu'il fallait que je sois beaucoup plus agile, que je m'adapte et que je comprenne et que je sois à l'écoute des autres. Si je ne développais pas, il y a des situations qui vous forcent à développer votre intelligence émotionnelle malgré vous. Absolument. Mais justement, est-ce que ce qui nous force à développer notre intelligence émotionnelle, je suis d'accord, Nabou, mais est-ce que c'est quelque chose qui se fait naturellement ou alors il faut passer des certifications, il faut se former à l'intelligence émotionnelle ou alors le fait d'être sur le terrain et le fait d'être ouvert d'esprit, on se dit, bon, parce que parfois cette intelligence émotionnelle, on ne sait même pas que c'est de l'intelligence émotionnelle, on ne sait même pas qu'on a besoin de l'intelligence émotionnelle. Donc, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il faut qu'on aille se former tous finalement à l'intelligence émotionnelle? Parce qu'aujourd'hui, nous, on en parle et on sait que c'est hyper important, mais il y en a qui ne sont même pas conscients. Moi, je discutais avec une personne il n'y a pas très longtemps qui m'a dit l'intelligence émotionnelle, c'est quoi? Pourquoi le faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment est-ce qu'il faut tous se former à l'intelligence émotionnelle? Est-ce qu'il faut en parler autour de soi? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler, on a besoin de l'être. On a besoin d'être des exemples d'intelligence émotionnelle. Et c'est comme toute chose. Si je sais faire des gâteaux, je suis pas mauvaise en pâtisserie, mais si je vais dans une école, à l'école Le Nôtre, eh ben, je serai excellente en pâtisserie. Et je comprendrai mieux les quantités, et que c'est pareil pour l'intelligence émotionnelle. On peut l'avoir, on peut la développer naturellement, mais si je me forme et je me certifie, j'aurai des outils supplémentaires qui me permettront d'utiliser, d'activer certains leviers, d'être plus à l'écoute de mes émotions, de comprendre certaines choses. Les outils sont toujours utiles. L'apprentissage permet d'être encore plus percutant dans certaines choses. Donc c'est un peu comme la pâtisserie, c'est pareil. J'ai beau savoir écrire,
Je fais des ateliers d'écriture parce que ça m'arrive d'écrire, mais ça ne m'empêche pas de me former. J'ai beau savoir former, je me suis inscrite à I360 parce que j'ai envie de monter quelque chose, comme je te l'ai dit, je te le disais tout à l'heure. Donc je veux, dans le cadre de ce projet, ça ne m'empêche pas de continuer à me former et à apprendre et à me développer et à investir dans ma formation autant que faire se peut. Donc j'investis et je serai au Cadiz, je vais me former encore, je vais revenir, j'ai déjà le certificat en intelligence émotionnelle, ça ne m'empêchera pas pendant le Cadiz de revenir assister à la formation, de venir rafraîchir mes connaissances, de venir voir de nouvelles perspectives, d'échanger avec des personnes qui seront là, qui l'ont fait comme moi et qui peut-être on va apprendre encore plus tous ensemble. Parce que j'ai un objectif, je veux être bien accompagner les gens, bien être au fait des dernières choses pour pouvoir aussi m'améliorer en tant que personne, parce que ça me sert non seulement pour les autres, mais pour moi-même. Et je pense que ça m'aide à m'améliorer. Je ne suis pas la même personne que je suis aujourd'hui, que j'étais il y a 1 an, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ou il y a 5 ans. Oui. Donc ces outils aussi me permettent de grandir progressivement. Ça me permet d'avoir une autre posture. Et cette posture, elle évolue. Tu demandes à quelqu'un qui m'a connu il y a 25 ans, ma posture n'est pas la même aujourd'hui. Même quelqu'un peut-être il y a 6 mois, il y a 1 an. Donc chaque apport, et ce qui est intéressant, c'est qu'on est en groupe, on est en classe, on est avec plusieurs personnes, et donc ça fait qu'on apprend tous ensemble. Et on échange ensemble. Et en plus, on aura, nous qui sommes déjà certifiés, on a la possibilité de faire la masterclass pour être master coach disque le lundi 23, après avoir fait la randonnée du samedi. Que Dieu me protège. La randonnée que Raphaël me force à faire, c'est un autre débat. Donc, il y a quand même une synergie de personnes on va s'enrichir mutuellement. Et no man is an island. Un homme n'est pas une île. C'est quand on crée une communauté, ça nous donne de la force sur le continent. Ça nous donne de la force sur le continent. Ça nous permet aussi de recommander d'autres personnes. Écoute, moi, je peux pas, mais telle personne peut. Mais quand tu es seul, qu'est-ce que tu fais quand tu es seul? Tu fais rien. C'est pas intéressant. Il n'y a pas d'échange, là on va pouvoir entrechoquer les idées, discuter, échanger, partager. Vraiment, ça va être des discussions qui vont nous permettre en tant qu'accompagnateur, que formateur, que RH, et moi je recommande souvent aux gens qui font RH de faire une formation de coach, parce qu'en RH, quand tu as une posture de coach, et même de dirigeant quand tu as une posture de coach, ça change pas forcément pour être coach, mais la posture m'a beaucoup transformé. La posture m'a beaucoup transformé, elle m'a beaucoup enrichi, et je remercie en tout cas mes formateurs et mes coachs au passage, parce que ça te développe complètement. Super, super. On tire vers la fin justement de notre conversation, Nabou. Si tu as 3 choses qu'on peut retenir de la multiculturalité, qu'est-ce que ça serait? Alors, j'ai l'impression qu'on a une problématique au niveau de la connexion. On va essayer d'attendre un peu pour voir. Je suis là. Tu es là. Ok, super. La technologie va nous tuer. La technologie. Donc, en fait, ma question, parce qu'on tire vers la fin maintenant, Nabou, quelles sont les 3 choses qu'on doit retenir justement de cette discussion sur la multiculturalité comme étant un atout pour les entreprises? Rapidement, comme résumé de fin. Alors, première chose, quand vous avez une entreprise et que vous voulez développer les capacités d'innovation et de créativité au sein de l'entreprise, ouvrez le champ des possibles en intégrant des personnes de cultures différentes. Parce que ça va vous permettre de vous enrichir. Vous remarquerez que la plupart des startups ont des personnes de multiples nationalités en interne. Ça permet d'avoir des perspectives différentes. Deuxième chose, en tant que ressources humaines, le département des ressources humaines, mettez en place des process, des process qui vont permettre de mieux gérer la multiculturalité. Des process de sensibilisation culturelle, de formation et coaching à l'interculturalité, utiliser des outils de profilage. C'est pour ça que si les RH se forment, ils auront ces outils en interne. Ils n'auront même plus besoin d'appeler des coachs de nous. On ne gâte pas notre business, on aura toujours du business, mais on vous donne nos secrets. Venez les prendre afin de pouvoir
faire un disque sur l'équipe, les intelligences émotionnelles, les tendances, les forces motrices des personnes, les motivations, les valeurs sont différentes en fonction de la culture. Et la culture, c'est au-delà de la culture pays, c'est aussi la culture familiale. La culture familiale aussi, c'est une culture. Tout à fait, ouais. Donc, la troisième chose, c'est n'ayez pas peur de la différence, parce que c'est la différence qui nous grandit, qui nous enrichit, qui nous développe. À chaque fois qu'on me demande, ouais, oui, tu es comme ça, j'aimerais bien. Je dis, mais parce que j'ai ouvert mes antennes à la différence. J'accueille la différence et je travaille beaucoup, j'essaye, en tout cas, je ne réussis pas toujours. Mais le non-jugement est une force. C'est difficile, mais on a toujours envie de dire oui, mais pourquoi ils sont comme ça, mais pourquoi ils sont comme ci, mais et si je les accueillais tout simplement tels qu'ils sont, et ça, ce sont des compétences qu'on développe avec l'intelligence émotionnelle aussi, la compréhension de l'autre, et se dire, il n'y a pas de bon caractère ou de mauvais caractère. D'ailleurs, quand on fait un test à quelqu'un, on lui dit ton test n'est ni bon ni mauvais, mais ton test, il est toi, et tu es différent, et tu as le droit d'être toi. Tout comme tu vas trouver des gens qui seront complémentaires. Et pourquoi est-ce que la multiculturalité est intéressante? Si j'ai 10 personnes qui sont comme moi, on ne va pas réussir dans mon entreprise. J'ai besoin de personnes qui me complètent. La complémentarité est la clé de la réussite professionnelle. De la réussite. Voilà, moi, je déteste remplir les papiers. J'ai une assistante, celle qui remplit tous les documents, tous les trucs. Moi, j'ai horreur de ça. Tout ce qui est formulaire, c'est-à-dire même faire une demande de visa, je lui envoie, j'ai dit remplis. Tu sais, les formulaires de consultance, etc., je lui envoie, j'ai dit rempli. Donc, il y a des choses, voilà, c'est ça, en fait. Sa force à elle, toi, tu sais que tu n'aimes pas ça, elle, c'est sa force, et donc, vous êtes complémentaires, justement. Parce que c'est elle, voilà. Oui, oui, tout à fait. Et ça me fait penser un peu à la conversation que j'avais eue avec coach Ézéchiel, qui parlait justement de la richesse dans la différence et qui disait que ce n'est pas parce qu'on a une équipe où tout le monde se ressemble que ça veut forcément dire que cette équipe-là va mieux performer. Et il disait justement que c'était plus intéressant d'avoir des équipes où il y a des personnes qui sont complémentaires, parce que c'est dans la complémentarité, justement, que l'on va réussir à atteindre des objectifs et qu'on va trouver une certaine richesse. Et c'est à peu près ce que tu dis aussi, Nabou, quand tu dis que la différence ne doit pas nous faire peur. Bien au contraire, cette différence-là, il faut la voir comme étant une richesse. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Ça va être le mot de la fin. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce live. Et je le rappelle, on est là dans le cadre de la Convention africaine du disque et de l'intelligence émotionnelle, donc le CADI. La thématique pour cette première édition, c'est la gestion du capital humain dans les organisations africaines par l'utilisation efficace des outils de profilage. On en a parlé ici. On a l'outil de disque, on a l'intelligence émotionnelle. Il va y avoir des masterclass, il va y avoir des panels. Vous allez pouvoir, pour certains d'entre vous, vous former, passer des certifications pour ceux qui sont intéressés. Vous allez pouvoir rencontrer des personnes qui viennent de l'extérieur, justement. Et comme elle a si bien dit, Nabou, vous allez pouvoir échanger avec des coachs qui sont déjà certifiés en intelligence émotionnelle et en disque. Et vous allez pouvoir apprendre. Alors, surtout, on vous attend du 18 au 23 octobre à l'hôtel Sine à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Nabou, tu veux dire quelque chose? Je te laisse la parole. Les entreprises peuvent être partenaires de l'événement aussi. Si vous êtes intéressé par des partenariats avec l'événement, vous pouvez aussi nous contacter et aller sur le lien du CADI. Et je pense que les informations sont là-bas. Parce que c'est important, on est avec des entreprises, donc c'est pas seulement participer, mais pourquoi pas être aussi partenaire. Partenaire, tout à fait, être aussi partenaire. Voilà, tout est dit. Ben, merci à tous. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour un prochain Zoom sur CADI qui aura lieu le lundi. Donc, notez nos rendez-vous, c'est lundi et mercredi jusqu'au 18 octobre, qui est donc le début de la première journée du CADI. Merci infiniment, Nabou. Merci pour cette riche conversation. Et moi, je vous dis à très vite, tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye. Bye.